Un minuscule dôme de béton, à peine plus grand qu'une grange, pouvait arrêter une compagnie de chars entière. L'Allemagne en a construit des dizaines de milliers, et la plupart d'entre eux dépassent encore du sol partout en Europe. Le point de tir fortifié permanent est apparu dès 1916, lorsque l'armée allemande a commencé à construire des points de béton disséminés sur le front sud de la forteresse de Metz. Les Britanniques, confrontés à ce type de construction en Flandre, les ont surnommés des boîtes à pilules. Mais le véritable essor des bunkers a commencé en 1933, lorsque le commandement a publié une instruction sur la construction de fortifications permanentes avec des normes strictes de blindage et de ventilation. Le système a été appelé Regelbau, c'est-à-dire construction standard. En 4 ans de construction du mur de l'Ouest, plus de 600 types de bunkers et de casemates ont été homologués pour des tâches précises. La standardisation permettait de commander des portes blindées et des trappes de ventilation en grande série et accélérait l'édification de milliers d'ouvrages identiques. La première étape a reçu le nom de programme pionnier, de petits bunkers isolés le long de la frontière, en particulier près du Bas-Rhin et de l'Eiffel. En 1940, environ 18 000 de ces ouvrages avaient été construits le long de la frontière occidentale de l'Allemagne. La propagande présentait cette ligne comme une réponse imprenable à la ligne Maginot française. En réalité, la plupart des bunkers étaient de modestes boîtes à une seule embrasure, prévues pour une équipe de mitrailleuses de quelques hommes, et non des forteresses à plusieurs étages comme le montraient les affiches. Lorsque les troupes américaines sont arrivées devant le mur de l'Ouest en 1944, ces vieilles boîtes de béton n'ont résisté ni aux frappes aériennes, ni aux tirs de l'artillerie lourde. La ligne a été prise en 1 mois. Après la guerre, les Alliés ont formé des équipes de démolition qui ont méthodiquement détruit les forts allemands dans le cadre de la démilitarisation. À la fin des années 1940, la plupart des bunkers du mur de l'Ouest avaient été dynamités et rasés. Seules quelques dizaines ont survécu, oubliés dans les forêts profondes de l'Eiffel. 5000 km de béton le long de toute la côte européenne. De la Norvège à la frontière espagnole. L'Allemagne a construit cela pendant 8 années consécutives, sans jamais l'achever. Après la défaite de la France, le commandement allemand a décidé de couvrir toute la côte atlantique par un système de fortification permanente et de campagne. La construction a été confiée à l'organisation Todt, qui avait déjà édifié le mur de l'Ouest à la frontière germano-française. Mais le fondateur de l'organisation, Fritz Todt, n'a pas vécu jusqu'au début des travaux. Le 8 février 1942, il est mort dans un accident d'avion, et la directive officielle de Hitler sur la création du mur de l'Atlantique n'est parue qu'1 mois et demi après sa mort. L'organisation a été reprise par Albert Speer, et Franz Xaver Dorsch en est devenu le directeur opérationnel des travaux. Dans les faits, les fortifications n'ont commencé à être édifiées qu'en 1942, lorsque les derniers espoirs d'opérations offensives actives à l'Ouest se sont évanouis. L'ampleur du chantier exigeait des volumes colossaux de matériaux. En mars 1942, environ 50 000 mètres cubes de béton étaient livrés chaque mois sur les sites. En mai, ce chiffre avait doublé. Et en avril 1943, le volume des livraisons avait encore été multiplié par 7 par rapport à mai de l'année précédente. Pour standardiser la construction, les ingénieurs de l'organisation Todt ont utilisé le système Regelbau, un assemblage de structures type en béton armé et en métal, homologué pour plus de 600 types de bunkers et de casemates. Les fortifications étaient édifiées principalement par des travailleurs amenés de force depuis les territoires occupés, ainsi que par des prisonniers de guerre et des bataillons disciplinaires de construction. À la fin de 1943, après près de 2 ans de construction intensive, le projet n'était réalisé qu'à 1/5 du volume prévu. Le 6 juin 1944, les Alliés ont débarqué en Normandie, précisément là où les fortifications s'étaient révélées les plus faibles. Le mur, inachevé sur la plupart des sections, n'a pas pu arrêter le débarquement. Les milliers de bunkers, de blocos et de positions d'artillerie sont devenus le décor d'un gigantesque projet inachevé, auquel l'Allemagne avait consacré d'immenses ressources durant les dernières années de la guerre. Une tour de béton de 8 étages au centre de Berlin tirait sur les avions avec des canons d'un calibre de 128 mm. À l'intérieur, jusqu'à 30 000 personnes pouvaient se cacher en même temps des bombardements. Après le premier raid aérien britannique sur Berlin en 1940,
Adolf Hitler a personnellement ordonné la construction de tours antiaériennes massives pour protéger la capitale. Il s'intéressait personnellement à leur conception et esquissait les futurs ouvrages avec Albert Speer. La priorité du projet était si élevée que les horaires des chemins de fer allemands étaient remaniés pour accélérer la livraison du béton, de l'acier et du bois sur les chantiers. Les premières tours ont été érigées en seulement 6 mois. Au total, 16 tours de ce type ont été construites dans 3 villes, Berlin, Hambourg et Vienne. Les tours de première génération ont été construites de 1940 à la fin de 1942 et sont revenues à Berlin et à Hambourg. La deuxième génération, des ouvrages de 8 étages mesurant 57 mètres sur 57 mètres et haut de 42 mètres, a été édifiée de l'automne 42 à l'automne 44. Les murs atteignaient une épaisseur de 2,5 mètres. Le dernier complexe, et le plus haut, les tours jumelles du parc Augarten à Vienne, n'a été achevé qu'en janvier 1945. Sa tour de combat était presque circulaire, à 16 pans, d'un diamètre de 43 mètres et d'une hauteur d'environ 54 mètres sur 13 étages. Après la guerre, toutes les tours antiaériennes de Berlin ont été détruites afin que personne ne puisse plus jamais les utiliser à des fins militaires. Faire sauter ces tours s'est révélé plus difficile que prévu. Certaines charges n'ont endommagé que partiellement le béton monolithique. À Hambourg et à Vienne, plusieurs tours ont survécu jusqu'à aujourd'hui et se dressent au milieu du tissu urbain comme d'immenses monuments de béton du passé guerrier. Un toit de 8 mètres d'épaisseur de béton. Aucune bombe aérienne de 1941 ne pouvait tout simplement le percer. Après que la marine allemande a obtenu l'accès à la côte atlantique française, la Kriegsmarine a entrepris de construire des abris pour sous-marins dans les ports de Saint-Nazaire, Lorient, La Rochelle et Bordeaux. Lorient est devenue la plus grande base extérieure de la Kriegsmarine. 6 bunkers distincts y ont été construits simultanément, dont 3 grands ouvrages nommés Kéroman 1, 2 et 3. À Saint-Nazaire, la structure comprenait jusqu'à 14 alvéoles alignés et pouvait accueillir simultanément jusqu'à 20 sous-marins. Les ingénieurs assemblaient les bunkers à partir de multiples couches de poutres de béton, disposées en une structure unique d'une extrême solidité sur une ossature d'acier. Entre les couches, des espaces spéciaux étaient laissés pour affaiblir l'onde de choc en cas d'impact. Selon les calculs, le toit de 8 mètres pouvait résister à l'impact de n'importe quelle bombe aérienne existant en 1941. Les calculs se sont pleinement vérifiés. Faute de bombes capables de percer une telle protection, les bombardements ciblés du bunker de Saint-Nazaire ont cessé dès 1942. Mais la guerre ne s'est pas arrêtée là pour la ville. À l'été 1944, la garnison allemande a transformé Saint-Nazaire en une enclave fortifiée isolée et a tenu la défense entièrement encerclée par les troupes alliées. Les Alliés ont renoncé à prendre d'assaut cette enclave aussi solidement fortifiée, se contentant d'un blocus. La menace sous-marine venant de la mer avait été écartée à ce stade, et le prix d'un assaut frontal paraissait trop élevé. La garnison n'a capitulé que le 11 mai 1945, 3 jours après la capitulation générale de l'Allemagne. Après la guerre, il était prévu de faire sauter le bunker avec le reste des fortifications. Mais l'extraordinaire solidité de la structure, combinée à la proximité d'un hôpital civil, a conduit à abandonner cette idée. L'ouvrage se dresse toujours au même endroit aujourd'hui, trop solide pour être détruit et trop massif pour être simplement démoli. Le poste de commandement secret se trouvait à seulement 8 km de Vinnytsia. Pendant des années, les services de renseignement alliés n'ont pas soupçonné son existence, bien qu'il se trouvait à quelques kilomètres seulement de la ligne de front. À l'automne 1940, la Wehrmacht a approuvé le plan de construction d'un gigantesque bunker souterrain pour le quartier général de Hitler en Prusse orientale, près de la ville de Rastenburg. Le complexe a reçu le nom de Wolfschanze, la tanière du loup. 2 ans plus tard, un second quartier général plus petit a été construit selon un principe similaire, près de Vinnytsia, en Ukraine. Il a été appelé Werwolf, le loup-garou. Le Werwolf avait été conçu à l'origine comme une copie réduite du quartier général principal de Prusse orientale. Hitler y est arrivé pour la première fois le 16 juillet 1942, peu après le début de l'opération sur le front sud soviétique. C'est là qu'a été signée la directive concernant la prise de la côte caucasienne de la mer Noire, de Stalingrad
et l'offensive prévue par la suite sur Bakou. Le Führer est retourné au quartier général de Vinnytsia à 2 autres reprises. En février et en mars 1943, il a suivi de là la contre-offensive du maréchal Manstein près de Kharkiv, qui a repris la ville à l'armée rouge. La dernière fois, il s'est trouvé au Werwolf de la fin du mois d'août à la mi-septembre de la même année. Le quartier général est resté en fonction jusqu'au 15 mars 1944. Lorsque les troupes soviétiques ont lancé une offensive rapide en Ukraine, les unités allemandes en retraite ont fait sauter les entrées du bunker, tentant de dissimuler l'existence même du site. Les vestiges des ouvrages souterrains subsistent encore aujourd'hui sous une couche de granit et de béton, bien que la plupart des galeries et des salles aient été ensevelies lors de l'explosion. 200 bombardiers ont largué plus de 300 bombes sur un seul chantier en une seule journée. Le bunker a tenu. Mais le projet a tout de même dû être déplacé ailleurs. En 1943, dans le nord de la France, dans une forêt non loin de Saint-Omer, des ingénieurs allemands ont entamé la construction d'un gigantesque complexe souterrain pour le programme des armes de représailles. L'ouvrage a reçu le nom de code « Centrale électrique Nord-Ouest », mais est resté dans l'histoire sous le nom de bunker d'Eperlek. On prévoyait d'y stocker jusqu'à 100 fusées V2 à la fois et d'y produire suffisamment d'oxygène liquide pour lancer chaque jour plus de 30 fusées. Le 27 août 1943, l'aviation alliée a mené une frappe massive. 200 bombardiers ont largué plus de 300 bombes sur le chantier. Il n'a pas été possible de détruire le bunker en totalité, mais la seconde partie du complexe, chargée du transport des matériaux, a été presque entièrement détruite. Le commandement allemand a reconnu qu'il était vain de poursuivre la construction à portée des bombardiers lourds. Le projet a été déplacé ailleurs, dans une carrière de calcaire abandonnée près d'Elfaux, où l'organisation Todt a construit un nouveau complexe, connu sous le nom de la coupole. La coupole de béton elle-même atteignait 71 mètres de diamètre pour une épaisseur d'environ 5 mètres et pesait près de 55 000 tonnes. Mais les bombardements intensifs de 1943 et 1944 ont rendu l'achèvement de la construction impossible, bien que la coupole de béton elle-même n'ait jamais pu être détruite. Les fusées V2 ont finalement été lancées depuis des positions mobiles bien plus modestes, disséminées sur le territoire de la France et des Pays-Bas. Hitler a déclaré une ville allemande ordinaire forteresse d'un simple trait de plume. La garnison a reçu l'ordre de tenir jusqu'au bout et la population civile n'avait déjà plus nulle part où fuir. En août 1944, Adolf Hitler a déclaré la ville de Breslau forteresse, devant se défendre dans toutes les directions. Plusieurs grandes villes de l'Est du Reich ont reçu ce statut à mesure que les troupes soviétiques approchaient. Le siège de Breslau a commencé le 13 février 1945, lorsque la 6e armée soviétique a encerclé la ville. La garnison comptait environ 55 000 hommes, des soldats de la Wehrmacht, des unités du Volkssturm, armés notamment de Panzerfaust et d'autres formations. Le 2 mars, le général Hermann Niehoff a été nommé nouveau commandant de la forteresse et a décidé de se battre jusqu'au bout, bien que l'historien allemand Kurt von Tippelskirch qualifiera plus tard ouvertement cette défense d'absurde. Avant même le début des combats, le 19 janvier, la population civile a reçu l'ordre de quitter la ville à pied, en plein cœur d'un froid dépassant les 20 degrés. Plus de 90 000 personnes sont mortes durant cet exode. Un sort semblable attendait Königsberg, que la propagande allemande présentait comme la forteresse la plus puissante d'Europe, incapable de tomber par principe. Les groupes d'assaut soviétiques ont pris la ville en seulement 81 heures, en disloquant la défense en foyers de résistance isolés grâce à des groupes du génie et des lance-flammes. Les villes forteresses, conçues comme des bastions inébranlables de dernier espoir, sont tombées les unes après les autres sous la pression de l'offensive soviétique durant les derniers mois de la guerre. Les Allemands ont capturé la ligne Maginot presque intégralement, mais ne se sont jamais vraiment résolus à l'utiliser, même lors de leur propre retraite à la fin de la guerre. La ligne Maginot française a été construite à partir de la fin des années 1920 le long de toute la frontière avec l'Allemagne et comprenait des milliers d'ouvrages permanents, blocs d'artillerie et d'infanterie, casemates, bunkers, postes d'observation. Sur les 39 secteurs fortifiés principaux de la ligne,
Les troupes allemandes n'ont réussi à en prendre que 10 par les armes en 1940. Les autres forts ne se sont rendus qu'après la capitulation générale de la France, restant formellement invaincus sur le champ de bataille. L'un de ces forts, Schönenbourg, est devenu l'ouvrage le plus combattant de toute la ligne. Ces artilleurs ont ouvert le feu sur les positions allemandes à la mi-mai 1940 et ont reçu en retour les salves d'une batterie lourde allemande qui n'a causé aucun dommage à la forteresse. La division allemande n'est jamais parvenue à infliger de dommages significatifs au fort, même un mois plus tard. Après l'occupation, le commandement allemand a disposé du sort des ouvrages capturés d'une manière assez particulière. Les galeries souterraines de certains forts ont été transformées en usines militaires cachées et en bases d'entraînement, tandis que les pièces blindées et les équipements étaient démontés et utilisés comme pièces de rechange pour leurs propres lignes défensives. Les Allemands n'ont jamais occupé le fort de Schönenbourg, ni en 1940, ni plus tard, lors des combats de 1944 et 1945 contre les Alliés qui avançaient. Ce système de fortification construit par des mains étrangères est resté pour l'armée allemande davantage un trophée qu'un outil opérationnel. De minuscules îles de la Manche ont reçu plus de béton au kilomètre carré que n'importe quelle autre section du mur de l'Atlantique. Hitler avait personnellement ordonné d'en faire une forteresse imprenable. Les îles anglo-normandes, Jersey, Guernesey, Aurigny et Sercq, se sont retrouvées être le seul territoire britannique en Europe occupé par les troupes allemandes pendant la guerre. Le 20 octobre 1941, Hitler a signé la directive ordonnant de transformer les îles en forteresses imprenables, malgré les objections de son propre commandant en chef à l'ouest. Le Führer a personnellement décidé que 10% de tout l'acier et du béton alloué à la construction du mur de l'Atlantique devait être affecté précisément ici. Au cours de 1942, un 12e de toutes les ressources de ce gigantesque projet, qui s'étendait de la Norvège à la frontière espagnole, a été consacré à la fortification de ces minuscules îles. L'organisation Todt y a fait venir des milliers de prisonniers de guerre et de travailleurs forcés pour construire des bunkers, des points de tir et des tunnels souterrains. La batterie la plus lourde de l'île de Guernesey a été armée de canons de prise d'un calibre de 305 mm, initialement fabriqués pour un cuirassé russe et capturés par les Allemands aux Finlandais lors de leur passage par la Norvège. En 1944, rien que pour le creusement des galeries souterraines sur les 3 îles, plus de 240 000 m3 de roches avaient été extraits, la plus grande partie des travaux ayant été réalisés à Jersey. Les îles sont réellement devenues l'un des secteurs les plus fortifiés de toute la défense côtière allemande, selon certaines estimations, même plus densément que les plages de Normandie elles-mêmes, où les Alliés ont finalement débarqué. La garnison allemande a continué à tenir les îles même après la libération de la France continentale, et n'a capitulé que le 9 mai 1945, un jour après la capitulation générale de l'Allemagne. Si cette sélection de fortifications allemandes de la Seconde Guerre mondiale vous a plu, mettez un like, partagez la vidéo avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle histoire sur la technique militaire et l'ingénierie.